Bonsoir, il est 22h14, très précisément sur France Info TV. Voici venu le temps suspendu dédié à la musique, le temps des artistes. Après une semaine ô combien couverte de nuages, nous allons écouter et entendre les merveilleux serviteurs de la beauté. Et nous allons commencer, parce que nous aimons les défendre, par des jeunes artistes. C'est notre coup de cœur de la semaine. C'est un jeune trio, le trio Métral, avec Nathan Myrdal, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait été nommé premier violon à l'Orchestre National de France, un jeune violoniste absolument extraordinaire. Ils viennent de sortir un album merveilleux que nous défendons ici, autour de, par exemple, Chausson. C'est de la musique de chambre, c'est de la pure lumière, c'est de l'équilibre, c'est de la joie de jouer ensemble. Ô combien ça fait du bien. Voilà le trio Métral. Et notre invitée maintenant, notre première invitée, elle est un des talents les plus éblouissants de la nouvelle scène cubaine. Elle est à la fois violoniste et chanteuse, mais je vous dois un secret, comme je vous le dois à vous. Liane Canizares, merci d'avoir accepté mon invitation. Et puisqu'on est ici sur une chaîne info et que je suis journaliste, je vais vous dire la vérité. Okay. Je ne vous connaissais pas il y a une semaine. Je ne vous connaissais pas et je vais m'aller plus loin. Il y a une semaine, ma fille, qui adore la musique cubaine, m'a dit « Papa, je vais te faire écouter quelque chose et en 5 secondes, tu vas comprendre que tu dois l'inviter. » Comment ça s'explique, la magie de la voix? C'est quelque chose qu'on porte à l'intérieur, c'est notre âme qui s'exprime à travers nos corps vocaux. Et c'est en tout cas un grand cadeau de l'univers de pouvoir chanter et de jouer d'un instrument, je trouve, dans cette vie. Alors, pour les téléspectateurs qui ne croient pas à cette instantanéité de la puissance de séduction vocale, c'est simple, il suffit de vous écouter. No se me olvida con tantos problemas pa' que hago canciones. Yo vine a este mundo a llenar con mi música los corazones. Ay, si te hace falta altura, encarámate en tacones y no te demorones. Ay, papá, yo me voy para bebé y no me llores. Ay, papá, yo me voy para el bebé, que a la niña de violín le arriba están los tambores. Alors, vous êtes violoniste, compositrice, chanteuse. Vous êtes née à La Havane. Oui. Mais vous êtes venue en Europe pour faire de la musique classique et du violon classique. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était mon rêve depuis toute petite. J'ai commencé le violon à l'âge de 7 ans avec une prof russe à Cuba. Et une formation très solide, très rigide, je dirais même. L'éducation musicale à Cuba, ça rigole pas. Hein. Ça rigole pas, surtout quand on travaille en plus avec une prof russe. Et donc, je suis venue, c'était mon rêve d'enfant, de devenir la meilleure musicienne et violoniste possible. Et c'est comme ça que je suis atterrie un peu ici. Là, vous avez traversé el charco, comme on dit en espagnol, l'océan, et vous êtes retrouvée en Suisse. Oui. Et là, Cuba vous a rattrapé par les oreilles, c'est ça? Oui, et
À Cuba, une expression qui dit « la cabra siempre tira para el monte ». La chèvre revient toujours là où elle broute, à la montagne, exactement. Exactement. Donc mes racines m'ont rappelé, m'ont amené à quelque chose qui est proche de mon cœur, qui est proche de la personne que je suis. Quand vous jouiez du Vivaldi ou du Brahms, vous vous éloignez de vos racines? Vous avez un problème culturel? Alors, je ne pense pas que le fait de jouer de la musique classique m'éloigne de mes racines, mais tout simplement, il avait aussi la barrière de ne pas pouvoir jouer que ça qui était dans la partition. Et en étant en Europe, j'avais vraiment besoin de m'exprimer à travers un langage qui était le mien, qui était vraiment propre à moi. Et c'est comme ça que j'ai fait un retour aux sources. Alors, vous venez de sortir un album que j'ai adoré depuis une semaine à la maison. On n'écoute plus que ça. Ça s'appelle Habana Bahia. Alors, Habana, on comprend d'où ça vient. Bahia, Brésil. Oui. Quel est ce mariage que vous nous concoctez? C'est justement, c'est un mélange des traditions afro-cubaines et afro-brésiliennes. Et je dirais encore plus loin, c'est un voyage aussi qui remonte vers la matrice africaine, qui est vraiment la mère commune de ces deux cultures, qui sont quand même des cultures extraordinaires, des points de vue musical, mais aussi spirituel, culturel, c'est énorme. Alors, on va y revenir plus tard. Vous chantez évidemment en espagnol, mais vous chantez aussi en yoruba. Oui. Vous pouvez nous dire quelle est cette langue, quel est le sens de cette langue? Alors, le yoruba, c'est la langue de mes ancêtres. C'était la langue qui était apportée à Cuba par les gens qui ont été esclavisés et venus de Nigeria. Et elle s'est mélangée à Cuba avec d'autres langues. Et aujourd'hui, on parle quelque chose qu'on dit à Cuba, on pratique quelque chose qu'on dit les Yoruba Lokumi, qui s'utilise surtout dans la tradition spirituelle, mais qui a aussi une tradition des chants et des prières qui est tout simplement merveilleuse. Alors, on va apprendre aux téléspectateurs qui ignorent un mot aujourd'hui, c'est Bembe. Oui. Mais voy pa'l bembe. Qu'est-ce que ça veut dire? Bembe, ça veut dire fête endiablée. On pourrait traduire ça comme ça. Mais voy pa'l bembe, ça veut dire je vais à cette fête où tout peut arriver. C'est vraiment la fête de l'année, quoi. Eh bien voilà, en l'écoutant, on écoute de la musique où tout peut arriver. No se me olvida con tantos problemas pa' que hago canciones. Yo vine a este mundo a llenar con mi música los corazones. Cuando la cosa apriete, tú ponte pantalones y no te desmorones. Papá, yo me voy pa'l bebé y no me llore. Papá, yo me voy pa'l bebé. Que la niña del violín se arrebatan los tambores. Comment on explique dans ce pays, Cuba, qui souffre tant, cette densité de l'amour pour la musique et pour la danse? Comment ça s'explique? C'est quelque chose que nous portons dans notre ADN. C'est quelque chose qui, tout à Cuba, se célèbre et se manifeste en musique et en art, je dirais plus précisément. Nos joies, nos tristesses, nos désespoirs, nos espoirs et tout. Et c'est vraiment notre compagnon le plus précieux. Et c'est quelque chose que je pense, grâce à ça, notre peuple est résilient, grâce à la culture et à la musique. Puisque je sens à l'intérieur de moi que les téléspectateurs ont adoré votre voix, je crois que le meilleur moment, c'est quand je vais me taire et qu'on va vous écouter finalement. On va écouter une nouvelle chanson à voix seule et après on écoutera votre version en clip. C'est Oshun, ça veut dire quoi? Alors, Oshun, c'est la déesse de l'amour, de la fertilité, de l'abondance. Elle protège les femmes. C'est une divinité qui est très appréciée à Cuba et c'est mon ange gardien. Je crois qu'on a vraiment besoin de ça actuellement.
Tous les gens qui s'assoient sur ce canapé ou presque ont des parents musiciens. C'est votre cas? Non, pas du tout. C'est pas du tout mon cas. Et je viens d'une famille de sportifs et d'intellectuels. Et je n'étais pas du tout prédestinée, d'après ma famille, à être musicienne, plutôt sportive. Donc, on attendait de moi que je sois volleyballiste ou gymnaste. Et on m'a menée d'ailleurs sur un studio de gymnastique qu'on m'a mis pour que je puisse aller sur les salons. Et puis, j'ai commencé à pleurer, quoi. Puisqu'on parle de famille, je crois que j'ai une petite surprise. Parce que vous voyez, dans cette émission, il y a des petites surprises. C'est vrai. C'est une jeune femme qui s'appelle Aylin Santana. Ah, si. C'est votre cousine. C'est ma cousine. On l'écoute en direct de La Havane. Ah, mon Dieu. Hola Julie, un gros bisou depuis La Havane et félicitations pour ton nouvel album Havana Bahia. Il est fantastique. Une question pour toi. Quelle a été l'importance de ta famille dans ta carrière professionnelle? Je t'embrasse et à bientôt. L'importance de la famille. C'est émouvant, n'est-ce pas? Si, c'est émouvant. Ma famille, c'est tout pour moi. C'est mon pilier et c'est une famille de femmes extraordinaires et des femmes d'hommes. Mais j'ai très envie de parler des femmes parce que je viens d'une lignée de ma grand-mère qui était une grande pédagogue et ma maman et ma tante et puis Aylin et moi qui suivons. Et elles sont ma force, elles sont mon exemple, elles sont mon inspiration. Elles m'ont appris qu'il n'y avait pas de rêves assez grands pour que je ne puisse pas l'atteindre. Elles m'ont appris que tout était possible avec la persévérance et l'amour et la dédication. Et j'espère, à travers ma vie, à travers mon art, pouvoir rendre tribut à ces femmes extraordinaires qui ont fait de moi et qui font de moi la femme que je suis aujourd'hui. Je propose d'écouter une chanson qui est un peu dédiée à votre grand-mère, finalement, Oui. Oshun, un merveilleux vidéoclip où, à la fin, je crois qu'on voit une dame qui vous est chère. On écoute le vidéoclip. Hélène, j'ai une petite question à vous poser. Oui. Quand vous rêvez de Cuba, vous rêvez de quoi? Très bonne question. Je rêve... C'est moi qui leur ai demandé de dire ça. Non, je pense que je rêve des odeurs et des goûts de mon enfance et la mer de Cuba. C'est les choses qui me manquent plus peut-être de Cuba et que je ne retrouve que là-bas. Les goûts, les odeurs et la mer de Cuba est là quelque chose de particulier pour moi. Il y a de la musique quand vous rêvez? Non, pas souvent. Quand j'ai la musique, je dois me réveiller tout de suite et aller l'écrire, quand ça arrive. C'est quelque chose, ça m'est déjà arrivé, 2h du matin, voilà, impossible. Eh bien, je vais vous faire écouter comme un cadeau de la musique qui est belle comme dans un rêve et qui va nous permettre d'accueillir l'extraordinaire pianiste qui la joue. C'est Erik Satie, gymnopédie gnosienne, et c'est bien sûr Bertrand Chamaillou qui va nous rejoindre.
Bertrand Chamaillou, bonsoir. Bonsoir Michel. Vous connaissiez? Et non, Non. pas encore. Oui, cette émission a vraiment des vertus Oui. insoupçonnables. Quand elle parle d'émotion, de ressenti, de spiritualité, est-ce que c'est des mots qui ont un écho chez vous? Tous ces mots-là ont un écho chez moi, évidemment. Et puis la spiritualité, parce que moi, ça c'est quelque chose qui m'est venu un petit peu avec le tard, sur le tard. Moi, quand j'ai commencé, j'étais très axé sur les choses très complexes, la brillance, mais aussi les morceaux très sophistiqués, les choses comme ça. Les défis, quoi, hein, les défis. Les défis, voilà. Et c'est vrai que le grand défi, ça a été du coup d'arriver plus vers la simplicité. Alors là, ce projet Satie que je fais, là, cet album Satie, ça a été une quête de la pureté et d'une certaine manière une quête de transcendance et de spiritualité. Alors, vous venez d'enregistrer donc ce Satie, alors qui a un titre très particulier. On va y revenir parce qu'il y a vraiment une histoire. On dit que Satie, c'est une musique à la portée de presque un pianiste débutant, tellement que c'est simple. C'est Et vrai. pourtant, rien n'est plus compliqué que la simplicité. Mais c'est exactement ce que j'essaie de vous dire. Pour moi, c'est la chose la plus... le Graal ultime, quand vous faites 2 notes et comment vous les faites vivre. On peut toujours s'abriter devant derrière le maquillage de la complexité. Quand on arrive après, quand on développe une bonne technique, il faut y arriver. Il y a un côté plutôt plus sportif, plus acrobatique. Mais là, maintenant, une fois que j'ai fait tout ça, et je vais continuer à faire des choses complexes. Hein, je rassure les gens qui pensaient que je vais peut-être jouer que des morceaux. Mais d'arriver à la quintessence d'une émotion musicale en faisant pas trop. C'est le juste équilibre. Est-ce qu'il s'est marqué sur les partitions de Satie des indications de tempo, d'intensité? Les indications de Satie, elles sont hyper bizarres. Il vous dit des choses incompréhensibles. Il vous dit, par exemple, vous commencez un morceau, il y a écrit très 9h du matin. Ou alors, ouvrez la tête. Ou des choses Page comme ça. blanche. Il n'y a que des choses comme ça. C'est extraordinaire, ouvrez la tête. Ouvrez la tête. Donc ça, Ouais. c'est interprété comme on veut. Comment vous l'entendez, ça, ouvrir la tête quand on fait de la musique? Mais c'est ça l'exercice de faire la musique pour moi, c'est ça. C'est d'ouvrir la tête à ce qui est en ce moment-là. Et c'est ça qui est intéressant justement quand on fait des concerts, c'est pas d'être dans une espèce d'automatisme de quelque chose, mais de vraiment, ça c'est les moments présents et d'être complètement présent avec la tête grande ouverte à l'expérience de ce qui est. Je trouve que c'est ça qui est le plus Vous extraordinaire. les jouez toujours pareil, les gymnopédies ou Non, non, je ne joue jamais rien exactement pareil. Alors, pour donner un élément de compréhension aux téléspectateurs, figurez-vous que je connais Bertrand Chamaillou depuis assez longtemps. Il y a presque trop longtemps, en 2006. Ah bon? Au fait, pour moi, vous allez voir. J'étais alors presque pas encore un journaliste vieillissant et vous étiez un tout jeune pianiste. C'était au Festival de Gstaad, notre première rencontre. Je vous propose, alors regardez, vous veniez de recevoir votre première de vos 5 victoires de la musique, plus décorée qu'un général cubain. On l'écoute. Un village au cœur des Alpes suisses. Ici, pas de klaxon ni d'embouteillage, pas de cohue devant les tire-fesses. Bienvenue dans la plus chic des stations alpines. Gstaad, 2 minutes d'arrêt. Le temps de laisser descendre sur le quai le récent vainqueur des victoires de la musique classique, catégorie Révélation. C'est Bertrand Chamaillou. Le Toulousain Bertrand Chamaillou. 3 semaines après son triomphe, il est invité à Gstaad. La victoire de la musique, ça a eu lieu il y a quelques semaines et je dois dire que ça a eu vraiment un effet d'accélérateur. Le téléphone n'arrête pas de sonner, bon, c'est plutôt positif. Vous vous souvenez, Bertrand, de cette époque où le téléphone, tout d'un coup, s'est mis à sonner? Quel regard vous avez maintenant avec ce C'était recul? l'époque où je commençais, donc il y avait de grands changements qui s'opéraient à ce moment-là, oui. Je m'en souviens, mais ça me paraît loin quand même un petit peu. Mais je me souviens très bien de la valise. Je me souviens qu'on avait fait toute une espèce de truc. Je vous avais fait un descendre du tournage, train on plusieurs était fois. descendu, remonté, je me souviens surtout de ça. Il y avait Nelson Frère, dont on salue la mémoire, Absolument. qui jouait le même soir. Il fait partie des grands disparus du piano. Absolument. Alors, puisqu'on est une émission de musique extrêmement sérieuse, comme vous avez pu le comprendre, il y a quelqu'un qui a à vous poser une question extrêmement sérieuse. C'est Katia Labec, figurez-vous. Ah. Katia Labec et Marielle Labec. Mais plutôt que de vous poser la question, elle a demandé à son chien, oui, vous avez bien entendu, son chien de vous poser Je une sais question. pourquoi. Et son chien s'appelle... Satie. Salut Bertrand, alors j'aurais 2 petites questions pour toi. C'est Satie ici. Est-ce que t'aimes bien les chiens bergers américains comme moi? Est-ce que t'es allergique aux poils de chien? Et est-ce que t'aimes bien manger comme moi? Voilà.
Alors, est-ce que tu aimes bien manger comme moi? Merci, Katia. Katia qui avait un accent méconnaissable. Ben, moi, j'aime surtout Satie et j'aime bien manger, notamment quand on va dîner avec Katia et Marielle Lebec au restaurant. On se voit beaucoup sur la côte basque. Alors, votre disque Satie commence de manière très surprenante quand on ne connaît pas l'histoire par une musique de John Cage qui s'appelle All Sides of the Small Stone. Je vous propose d'en écouter tout de suite un extrait. Après, on va rencontrer comment. Quelle musique merveilleuse où vraiment le fantôme de Satie est là. Mais John Cage, on ne s'attendait absolument pas à ça. Vous pouvez nous expliquer, d'avoir un peu qui est John Cage? À vrai dire, on ne sait pas exactement si c'est de John Cage. C'est ça qui est encore plus drôle. John Cage, c'est un très grand compositeur américain qui a été fasciné par Erik Satie. Alors après, il a une influence sur le monde de l'art, d'ailleurs comme Satie avant lui. Satie a eu des influences sur Prokofiev, sur... Mais pas que sur la musique, sur tous les artistes, et notamment John Cage était à l'origine de ce qu'on appelle le mouvement Fluxus. Bien sûr. Mais en Amérique. Donc c'est quelqu'un qui après a théorisé le hasard, le happening, etc. Mais avant ça, il a écrit aussi des pièces beaucoup plus dans le style même de Satie, des pièces complètement éthérées, très méditatives souvent. Et ça, alors on n'est même pas sûr que ce soit de lui, mais... Et on l'a trouvé chez lui. On l'a trouvé chez un de ses élèves, dans une partition d'un de ses élèves qui s'appelle James Tunney, qui est aussi présent sur ce disque d'ailleurs, un autre compositeur expérimental américain, et après la mort de Cage, mais aussi après la mort de Tunney. C'est-à-dire qu'il l'avait apparemment glissé dans une partition, et le geste déjà de faire ça, c'est déjà une sorte d'œuvre d'art en soi. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un un jour trouvera ça? Et c'est pas signé. Et c'est la veuve de James Tunney, de son élève, qui a dit c'est l'écriture de John Cage. Et elle se souvenait du moment, mais le feuillet s'est échappé. Alors, comment c'est arrivé jusqu'à vous? Eh ben, j'ai eu vent de cette histoire, parce qu'en réalité, la veuve donc, de James Tunney avait en réalité trouvé ce feuillet en montrant des partitions de son mari à un jeune ensemble, c'est tombé comme ça, un jeune ensemble de musique contemporaine mexicaine. Et c'est tombé, voilà, etc. Et il y a eu ce truc, et donc on dit c'est John Cage. Moi, je me suis renseigné parce que j'avais envie, c'était un hommage à Satie. Il était écrit que c'était pour Erik Satie. Et je me suis dit, c'est parfait, parce que j'étais en train de concevoir ce projet de mettre John Cage et Satie en regard. Je me dis, ça, c'est la perle rare. Et puis en plus, la pièce est très belle, je trouve. C'est vraiment, on a l'impression qu'on l'a entendue toute notre vie, alors que personne ne la connaît. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à bâtir cette histoire. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans cette histoire, c'est Barbara Hannigan, la grande chanteuse. Oui, Barbara, c'est évidemment une grande amie, on joue souvent ensemble. Et il y a une histoire qui lie d'ailleurs Katia et Marielle Lebec et Barbara, c'est que j'ai remplacé complètement au dernier moment, vraiment le matin pour le soir, Katia et Marielle, qui étaient malades, qui devaient jouer des pièces de Satie à tour de rôle et ensemble. Alors, et Barbara m'a appelé, est-ce que ce soir tu peux remplacer en jouant du Satie? J'ai dit, j'en ai jamais joué. J'en ai jamais joué, mais bon, comme vous l'avez dit, ça se déchiffre. Et je me suis dit, par amitié, je vais y aller, je vais sauver la situation. Et donc j'ai passé l'après-midi, et c'est dans ce concert que j'ai eu, je pense, vraiment une révélation. Parce que j'ai éprouvé cette musique devant le public. Ça existe la magie dans le monde de la musique, non? Ah, mais bien sûr. Ouais, c'est grâce à ça qu'on vit. La musique, c'est la magie. Ce papier qui est oublié quelque part, qu'on retrouve, qui passe de main en main et qui finit par ce disque merveilleux, Satie ou John Cage. Et là, on parlait de Barbara Hannigan. Je ne sais pas si vous la connaissez. Bien sûr. Je suis fan absolu, mais tout le évidemment, monde. tout le monde est fan de Barbara Hannigan. Elle peut venir dans cette émission quand elle veut. Et d'ailleurs, en attendant, je crois qu'elle a une toute petite question, pas sérieuse non plus, pour Bertrand Chamaillot. Bonjour Bertrand. En fait, j'ai une question pour toi. Tu te souviens quand nous avons partagé la scène à Radio France pour le merveilleux programme Animatopia? C'était avec OPRF et tu as joué magnifiquement les œuvres de Satie et Saint-Saëns et Gershwin. Est-ce que tu peux me rappeler quels animaux tu as imités dans les œuvres pour piano?
Et aussi, si tu te souviens, quel animal tu as joué, non, vraiment, que tu as chanté de manière si unique et convaincante lors de vos débuts vocaux en fin de la soirée. Alors comme ça, vous chantez et vous imitez les animaux en fin de soirée. C'était un non-événement. J'ai effectivement j'ai imité des animaux, parce que c'était un projet autour des animaux. Donc il y avait les véritables préludes de Flasque pour un chien. Absolument. De Satie. Et puis, effectivement, j'avais un animal aussi beaucoup plus invertébré, qui était une sorte d'holoturie, dans un cycle qui s'appelle Embryon desséché. Et alors, à la fin de la soirée, elle m'avait fait une sacrée blague, parce qu'elle était avec... Elle chantait. Il y avait aussi le grand chanteur Stéphane Degout qui était là. Absolument. Et puis, ils ont voulu que ils ont fait le duo des chats de Rossini en bis. Ouais. Et ils ont absolument voulu que je miaule une fois. Miaou, 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 miaou. Et en fait, c'est pas tellement les saties que j'avais appris dans l'après-midi qui m'ont stressé, c'est le miaulement. Si bien que j'ai été quasiment incapable de produire un son. J'ai miaulé tout doucement, on n'entendait rien. Je crois que c'est de ça qu'elle veut se moquer un tout petit peu. Oui, nous avons un point commun entre beaucoup, mais malheureusement, je n'ai pas le point commun de bien jouer du piano, c'est que nous avons une passion pour la pavane, pour l'infante défunte. Oui, bien sûr. Moi, j'ai une passion pour Ravel en général. Ravel, vous avez fait l'intégrale de l'œuvre pour piano. J'ai fait l'intégrale, j'ai joué... Vous dirigez un festival dont on peut dire 2 mots. Festival Ravel, qui est à Saint-Jean-de-Luz, Cibourg, où est né Maurice Ravel. Donc vraiment en face de sa maison natale. Et on a créé un festival qui vraiment, depuis 3 ans, marche très bien. Je vous propose d'écouter quelques notes, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi ce morceau. La pavane pour une infante défunte, un titre qui ne veut absolument rien dire, mais musicalement, ça sonne tellement bien, l'infante défunte. Est-ce que dans les conservatoires à Cuba ou à La Havane, est-ce qu'on apprend, est-ce qu'on écoute encore Maurice Ravel ou est-ce qu'on écoute encore Erik Satie? Bien sûr, on a une tradition très très forte de musique classique. On étudie tous les grands classiques depuis l'époque baroque jusqu'à les impressionnistes, expressionnistes et musique expérimentale. Tout ça, ça fait partie de notre cursus d'études. Alors, les musiciens cubains qui ont une formation classique en béton sont capables de faire de la salsa, mais est-ce que les musiciens classiques sont capables de faire de la salsa ou de la musique cubaine? C'est une très bonne question, Michel. En fait, je dirais oui et non. C'est-à-dire que moi, je suis très amoureux de tout un tas d'autres styles musicaux. Particulièrement, j'adore la musique cubaine. Et je suis très heureux qu'on se rencontre ce soir. Maintenant, j'ai un respect immense pour les gens qui dédient beaucoup de temps de leur vie à quelque chose. Moi, par exemple, je pense que techniquement, oui, jouer les notes, il n'y a pas de problème. Avoir l'esprit, il faut se dédier... Il faut dédier une grande partie de sa vie à un style musical ou à une... Et moi, la musique cubaine, je la connais en amateur. Je pourrais jouer les notes à peu près en rythme, etc. Mais avoir l'essence de ça, j'ai l'humilité de dire que je n'ai pas assez d'une vie pour savoir le faire. L'essence, l'esprit, c'est des mots qui vous parlent, tout ça. Je suis complètement raccord avec lui parce que la musique, s'agit de ça. La musique, c'est pas jouer les notes, mais la musique, c'est comment tu habites les notes que tu joues. Alors, on va parler quelque chose d'un peu plus grave, mais pas forcément, mais aussi parfaitement optimiste, avec le violoncelliste Edgar Moreau. Vous avez enregistré un 500, si je m'abuse, qui est merveilleux avec Renaud Capuçon. Oui. Et il a une question à vous poser, une question délicate, comme lui seul sait le faire, sur votre parcours. Salut Bertrand, j'espère que tu vas bien. Petite question pour toi. Je sais que tu en parles et que ce n'est pas un tabou, mais ça m'intéresserait de savoir
Je sais que tu as eu une dystonie de fonction il y a quelques années. Comment tu as pu vaincre cette maladie et comment tu as pu te réapproprier la technique du piano et devenir... tu étais déjà un magnifique pianiste, mais devenir un pianiste encore plus extraordinaire. Voilà. J'espère te voir bientôt et puis bonne soirée à toi. Alors, la dystonie de fonction, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors, ça avait été un diagnostic qui avait été posé par certains et pas par d'autres. C'est un peu complexe. Mais en gros, j'ai eu, il y a longtemps déjà, il y a plus de 15 ans, j'ai eu un problème. Voilà, ça arrive à beaucoup de musiciens. Moi, j'ai été un des seuls à en parler parce que beaucoup ont honte. Et c'est dommage, j'ai envie de leur dire, il ne faut pas avoir honte d'en parler parce que beaucoup de gens pensent, c'est comme dans le sport, que s'ils avouent une faiblesse, alors les gens vont penser qu'ils sont moins performants ou que ça va ternir leur image. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on ressentait? En fait, j'ai comme un bègue qui n'arrive plus à prononcer des mots. Ma main droite fonctionnait quasiment plus. Je ne pouvais plus faire une gamme. Et ça s'est précipité. Après avoir joué des études de listes hyper difficiles, tout ça, en quelques mois, ça s'est effondré. Un peu. Enfin, j'ai vraiment le sol qui s'est ouvert sous mes pieds. Bon, et ça a été une lutte. J'ai passé... En fait, je crois que ce qui m'a le plus... Il y a eu deux choses qui m'ont le plus aidé. Ce serait très long, là, pour répondre à sa question. On n'aura pas le temps. Mais si on a le temps. Les deux choses qui m'ont le plus aidé, pour résumer, ça a été d'abord, après une période de dépression, de décider de faire le deuil. C'est-à-dire de décider que je pouvais envisager ma vie sans être pianiste. Et de m'échapper de cette lourdeur, de dire je dois absolument être pianiste, et comme une représentation sociale, je dirais. Pour exister, D'accepter ça et de finalement accepter d'aimer la musique sans forcément... m'a déjà détendu et m'a permis de reconsidérer, de réavancer pas à pas. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un aspect psychologique très, très important et qui est très difficile à... Il ne suffit pas de le dire pour le corriger. Mais vous en êtes sorti aujourd'hui? Totalement, non, j'ai eu 2-3 ans. Après, j'ai recommencé à rejouer un peu. J'ai surtout fait la rencontre d'un pédagogue belge très inconnu, un peu ermite, mi-gourou, mi-ovni, enfin très spécial, mais qui, en tout cas, avec moi, a été merveilleux. Une personne qui est décédée aujourd'hui, il y a quelques années, mais qui m'a vraiment comme quelqu'un qu'on réapprend à marcher. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je cours plus vite que je ne courais avant. Donc, et surtout, j'ai pris... Comme on dit souvent, quand on franchit une épreuve, ça nous rend plus fort. Vous avez dû avoir terriblement peur? J'ai eu peur, mais je vous dis, à un moment donné, j'ai franchi ça. J'ai dit, OK, peut-être ce ne sera pas ça ma vie et je vais vivre autrement. J'ai d'ailleurs commencé à programmer des festivals. L'histoire du festival Ravel, c'est né dans ma tête à ce moment-là. Finalement, il a fallu qu'il y ait la pandémie pour que que j'ai plus de concerts pour me dire, tiens, j'ai le temps de m'atteler à ce projet que j'avais déjà. Gilliane, vous pensez la vie sans musique, c'est un truc qui est possible? C'était pas la vie sans musique. Hein. Sans être interprète. Sans jouer, mais pas sans musique. La vie sans jouer, pardon. C'est vrai que pour nous, les musiciens, je vous entends parler, j'avais la chair de poule parce que c'est notre pire cauchemar. De passer par ça, on est tellement en fusion avec la musique, avec l'instrument, et tellement identifié à ça, que c'est un grand pas de se dire j'existe autrement qu'à travers mon rôle de musicien. Et je pense qu'effectivement, quand on est aussi profondément dans la musique, on ne peut jamais être sans la musique. On peut être sans jouer par la force des choses, mais sans la musique, non, ça c'est impossible. Je voulais vous dire une chose à l'un et l'autre, c'est d'abord merci d'être venu sur ce plateau. Vous dire que j'ai passé une semaine à vous écouter à haute intensité. Les pauvres. Et j'ai été, malgré l'intensité des nouvelles extrêmement dramatiques, extrêmement dures, j'ai eu des moments de pur bonheur, que ce soit avec Saint-Saëns, avec Ravel, avec votre lumineuse interprétation de la musique. Je vous en remercie l'un et l'autre. Vous rendez la vie plus légère. Merci aussi pour le cadeau merveilleux que vous nous avez offert, qui est si rare sur une chaîne info, j'ai même unique sur une chaîne info. Je vous laisse présenter cette belle musique de prière et de paix que vous nous offrez pour finir ce numéro de Mélodie Nocturne. Oui, c'est une prière afro-cubaine qui s'appelle Beroni a Bebe Ochun, dédiée à Ochun, encore une fois, la déesse de l'amour, de la beauté, de toutes ces choses dont le monde a besoin en ce moment. La beauté, de quoi avons-nous besoin davantage que ça? De la beauté. Merci, à vendredi prochain, c'était Mélodie Nocturne. Bonsoir.
osun veroni a beveleda veroni a osun veroni a beveleda ya yumu pakalaleda veroni a osun ya yumu sakalaleda veroni a osun veroni a osun veroni a beveleda veroni a osun veroni a beveleda ya yumu sakalaleda veroni a osun ya yumu sakalaleda veroni a osun yoreriri andoro yoreriri andoro yoreriri ayorido yoreriri andoro yoreriri yoreriri adonado veroni a osun veroni a bebeleda veroni a osun veroni a bebeleda ya yumu sakalaleda veroni a osun ya yumu sakalaleda veroni a osun